doigts des fées, c'est les tresses africaines, tout ça. C'est bon. Moi, je pense que votre métier... Moi, je ne vais pas rentrer dans des histoires de non, une Européenne a train de faire le travail des Africaines. Non, 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 non. Ça, c'est révolu. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, là, depuis le jour, moi, j'ai vu Blanc en train de manger spaghetti dans le kiosque à Yopougon. J'ai dit non, tout est possible sur cette terre. Tout est possible. Non, 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 non. Tout est possible. Je vois Blanc en train de faire rang pour se servir du gbelé. Moi, il dit tout ça là, c'est rien. Mais ce que je vais dire, je vais insister sur vous. C'est que vous faites. Parce que on dit que si vous voulez bâtir haut, il faut creuser profond. Ça veut dire que vous voulez aller plus haut, il faut creuser. Donc, les tresses africaines, c'est l'Afrique, en fait. Donc, vous venez là, c'est la base même des tresses, en fait. Si l'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité. Et donc, ce que vous faites là, moi, ça ne me surprend pas. Mais c'est un travail à risque quand même. Les tresses africaines, nous les Africains, on a des cheveux. C'est en Afrique que vous exercez ce métier. Ben, c'est des cheveux, il y a toutes sortes de cheveux. Il y a des cheveux durs. Comment vous allez faire les tolsas, des trucs, tout ça dessus? Moi, je suis souvent inquiet. Et j'espère que vos doigts là ne font pas mal. Non, pas du tout. Voilà, ça fait pas mal. mal. Souvent, ça existe. Souvent, on voit des filles tellement les tresses coulées. C'est forcé de faire ça. C'est ça, vous pouvez aller vendre nos tresses. Mais les tresses africaines sont beaucoup aimées de l'autre côté, en Europe. Donc, vous venez, vous apprenez. Si vous allez, le tolsadé peut devenir le tolsaïdaï. Vous comprenez, c'est le nom que vous prenez. Le tolsaïdaï, vous le faites. On en a besoin. Vous vendez la culture ivoirienne. Voilà. Vous faites, il y a trop de trucs. Vous vous laissez Maougaoulès Touyou. Vous vendez ça là-bas, Maougaoulès. Vous vous laissez. Il y a les tresses africaines là, vous vous laissez. Voilà, vous faites ça. Donc franchement, vous vivez votre passion. Et pour faire les tresses africaines, il va falloir que vous aimez vous avez l'amour de l'Afrique d'abord. Vous avez l'amour de la chose. Et quand c'est comme ça, la perfection est au rendez-vous. Moi, je voudrais vous féliciter. Merci. Et on attend de voir sur le terrain aussi. Hein. Voyez ça là, peut-être que vous faites photocopie, vous venez nous montrer. Comment est-ce que cette passion pour la coiffure est née? Je me suis inspirée de mon oncle qui est un grand coiffeur reconnu à Bali en Indonésie. Et voilà, je l'accompagnais petite dans son salon, je le regardais coiffer des stars. Il était au départ ici, en Côte d'Ivoire? En France. En France, là où je suis allée me faire former. Voilà, donc j'étais vraiment admirative de son travail et j'ai voulu suivre sa route. C'était quoi la sphère de votre oncle? Est-ce qu'il faisait de la coiffure en direction des hommes ou des femmes? Plutôt des femmes, et plutôt dans l'événementiel. Maintenant, voilà, moi j'ai voulu rentrer plus dans la coiffure afro. Donc c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et je veux dire, vous avez quand même été scolarisé. Bien sûr, bien sûr. Et après le brevet d'études, j'ai été scolarisée. Vous prenez donc une décision. Voilà, exactement. J'ai été scolarisée. Ensuite, je suis allée faire une alternance, donc CAP coiffure, BP coiffure. Et une fois que j'ai obtenu mes diplômes, j'ai décidé de revenir m'installer en Côte d'Ivoire pour mettre mon métier. Vos parents étaient-ils favorables à cette décision? Oui, ma mère m'a toujours poussée vers l'avant et m'a toujours dit de m'écouter, de suivre mes rêves. Et oui, il n'y a aucun de mes parents qui m'a mis un bâton dans la roue ou qui a essayé de me freiner. Alors, vous allez dans une école spécialisée en France? C'est ça, je fais en fait un CAP, donc une alternance pendant 2 ans dans un CFA spécialisé dans la coiffure chez Jacques Desange. Et donc en fait, vous faites 3 semaines de coiffure, 1 semaine d'école. Et à la fin des 2 ans, vous obtenez le CAP. Et vous vous êtes spécialisée dans un style particulier? Je me suis spécialisée dans la couleur du cheveu, la couleur et la forme du cheveu, donc changer la couleur du cheveu sans l'abîmer, ce qui est très important. Également changer la texture, passer d'un cheveu bouclé à un cheveu lisse, d'un cheveu lisse à un cheveu bouclé. Voilà, dans la chimie du cheveu. Coloriste? C'est ça. Je suis bien tentée de savoir comment est-ce que de la coiffure européenne, puisque vous êtes allé dans une école européenne, là-bas on ne vous apprenait pas les coiffures africaines. Comment est-ce que vous avez fait votre reconversion à ce niveau? Alors, quand je suis venue m'installer ici, j'ai eu la chance de travailler du coup avec un personnel compétent avec qui j'ai appris la coiffure européenne et en retour m'a formée sur la coiffure afro. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris à traiter le cheveu afro. Et aujourd'hui, quand on met dans la balance coiffure européenne, coiffure afro, votre penchant, la balance penche vers quel côté? Je mixe les deux. Je mixe les deux, les couleurs européennes mixées dans un coiffage africain. Voilà. Et votre clientèle, on reviendra à vous tout à l'heure, votre clientèle africaine n'est-elle pas sceptique quand elle vous voit? Je veux dire, je veux faire des tresses africaines et puis on me fait genre c'est la blanche qui va te tresser. Non. Bon, ça oui, ça les fait un peu rire, mais non, ils sont assez ouverts d'esprit et plutôt contentes d'ailleurs que ce soit moi qui m'occupe d'elles. Elles sont flattées, donc non, ça va.
quel regard de différenciation vous portez sur le cheveu africain ou encore la texture du cheveu africain comparé aux cheveux européens? Alors moi j'aime le cheveu africain parce que beaucoup disent que c'est un cheveu qui est difficile à travailler, mais moi je trouve pas, je trouve que c'est un cheveu qui suit vraiment ce qu'on lui dit. Donc j'aime vraiment le fait qu'il prenne la forme de nos doigts, J'aime vraiment beaucoup le cheveu africain. Et maintenant, parlons de, je ne sais pas si mon terme est juste, de cette coloration, ce travail de coloration que vous faites. Alors, quand on a un cheveu africain, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le colorer? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Alors oui, des choix à éviter? Besoin, c'est plus des envies du client, mais des mesures à prendre, oui, il y en a beaucoup plus qu'un cheveu européen, puisque le cheveu afro, c'est un cheveu qui est très sensibilisé, qui est plutôt sec de nature. Donc c'est un cheveu qu'on doit apprendre à traiter avec les bons produits qui ne sont pas nocifs pour éviter toute casse. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on a un cheveu africain? Est-ce qu'il y a des substances particulières qu'il faut éviter pour ne pas voir son cheveu se détruire? En fait, vraiment, pour pouvoir utiliser un produit chimique, il faut le maîtriser. Sans la maîtrise du produit chimique, il y aura des dégâts forcément. Vous n'avez que 20 ans, c'est une information que les téléspectateurs ne savent pas, voilà, non pas, j'allais dire. Alors, vous avez traversé des moments difficiles qui vous ont peut-être poussé à abandonner le métier ou à dire je vais faire autre chose? J'ai traversé des hauts et des bas, mais je me suis toujours accrochée au final à l'amour du métier. Et voilà, avec ça, on va vraiment, vraiment loin et on passe au-dessus. Les hauts et les bas dont vous parlez, c'est dans l'exercice du métier ou dans le quotidien? Non, c'est plutôt après, plutôt dans la mise en place. La mise en place après la formation, s'installer, se créer, se faire une clientèle. Voilà, ça a été plutôt ça. Alors Adjoa, moi je veux savoir, qu'est-ce qui fait votre particularité? Je veux dire, pour parler comme au quartier, tu es forte dans quel modèle? Dans quel modèle? Dans quel modèle? C'est-à-dire qu'on va chez Adjoa, on dit Adjoa, elle est forte. C'est quel modèle? Alors, je suis forte dans les tresses. Si vous venez chez moi, toutes sortes de tresses, il n'y a aucun problème. Puis les tissages, les coupes et surtout les couleurs, que ce soit des couleurs sur cheveux synthétiques ou cheveux naturels. Voilà. Mais quand vous dites forte dans les tresses, je veux savoir, c'est vrai qu'on a nos sœurs ivoiriennes qui tressent ici au marché de Belleville, au Pugosikoji. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui fait qu'Adjoa dit qu'elle est professionnelle? Parce que moi, jeune homme, Adjoa, la blanche tresse, c'est ça qui fait ma particularité. Adjoa, la blanche tresse. Alors, je vais demander à Adjoa, quand une Ivoirienne arrive à faire une coiffure européenne, est-ce que ça vous impressionne? Bien sûr. Bien sûr, parce que la coiffure européenne, c'est pas quelque chose de facile non plus. Et oui, bien sûr que ça m'impressionne. Adjoa, il y a forcément des jeunes qui nous regardent et qui ont un projet d'embrasser, on va dire, ce métier de coiffeur ou de coiffeuse. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de s'accrocher à sa passion et de persévérer, de s'intéresser, de se renseigner. C'est pas les diplômes qui font, c'est surtout la curiosité et avant tout l'amour du métier. Une fois qu'on est passionné, on arrive vraiment à tout. Je veux dire, au-delà quand même de l'amour du métier, au-delà de la passion, il y a forcément des qualités requises pour Bien être sûr, un il bon faut coiffeur. déjà être rigoureux, il faut forte de mental. C'est pas un métier qui est facile. On est toute la journée debout, avec les bras en l'air, à tirer. Également, on parle avec des clientes qui n'ont pas les différentes humeurs à qui gérer, n'ont pas voilà, qui n'ont pas une vie facile. Donc c'est vrai qu'on crée des liens et il faut vraiment savoir mettre une barrière et ne pas tout prendre à cœur. Comment est-ce que vous avez réussi à persuader des Ivoiriennes à venir se faire tresser chez vous? Ben, je leur ai simplement dit satisfaite ou remboursée. Voilà, donc... Vous, au niveau de la coiffure, vous êtes encore jeune, vous êtes doué. Je veux dire, quelles sont vos ambitions pour la Côte d'Ivoire? Moi, mes ambitions, c'est déjà d'en apprendre davantage dans la coiffure africaine et ensuite pouvoir développer, évoluer, apporter ma touche européenne à ces coiffures aussi. Et voilà. Avez-vous l'intention
on va dire, de délocaliser ou peut-être d'avoir aussi des salons de coiffure du côté de l'Europe? Bien sûr. Du côté de l'Europe, oui. J'aimerais bien apporter aussi cette touche africaine en Europe. Parce qu'apparemment, ça marche bien là-bas aussi. Beaucoup. C'est en pleine voie. Donc, bien sûr, oui, à long terme, c'est le but. Alors, vous parliez à l'instant, et ça m'a rendu très curieux d'apporter votre touche européenne à la tresse africaine. De quelle manière, précisément? En passant par la coloration du cheveu. Vraiment sur les teintes européennes à mixer dans la tresse africaine, les différentes teintes. Est-ce que les couleurs, vous les faites en fonction, on va dire, de la carnation de la cliente? Bien sûr, la couleur, c'est toute en fonction de la typologie, de la carnation, de la morphologie aussi, du style de la dame, de sa manière d'être. La couleur, c'est vraiment, la couleur du cheveu, c'est une personnalité. Donc il faut vraiment réussir à cerner son client avant de lui appliquer une quelconque... Vous pensez que cette couleur-là, elle me va? Oui, très bien. Ah d'accord, merci. Alors Jean-Michel, juste une petite question qui sera peut-être personnelle. Quel est le type de tresse africaine qui vous séduit le plus? Que vous seriez prête à faire à souhait, à volonté? Le type de tresse africaine qui me séduit vraiment le plus, c'est les makoussi. Les différentes formes qu'on peut donner aux tresses makoussi. Voilà, les différents montages, les différentes formes. Voilà. Vous les réussissez bien? Oui. Et justement, pour vous qui êtes professionnel, on va revenir sur la teinture. Parce que ici, en ce moment, c'est très compliqué. Parce que tu vois, tu vois à Abidjan toutes les couleurs de teinture et tu vois des cheveux maltraités. C'est-à-dire, au début, c'était jaune, mais c'est tellement cassé, vilain, ça devient beige. Comment on réussit, justement? Comment vous arrivez? C'est quoi la stratégie pour pouvoir réussir sa teinture sans pour autant casser les cheveux? C'est vraiment maîtriser les différents volumes des produits. Il y a des produits adaptés. Voilà, exactement. Il y a des produits avec différents volumes à respecter, le mix des deux et surtout l'entretien de la couleur, le soin capillaire qui est très important après la couleur pour éviter toute casse et surtout des produits aussi de qualité sont préférés. Comment on se sent à quelques minutes du podium? Eh bien là, on essaye de prendre énergie, on prépare le show et on va essayer de donner ça au maximum. Alors, c'est pas une information, Soprano, c'est un grand rappeur. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez nous interpréter ou faire une dédicace à notre grand rappeur ivoirien qu'on a également, qui s'appelle Biboni Junior? Biboni Junior? Oui. Eh bien, maintenant que tu me l'as dit, je vais lui faire une dédicace, j'espère. Est-ce que vous connaissez Biboni? Non, tu vas tout me dire. Tu vas tout me dire. Moi, je suis un ancien. Je connais Chicken, Magic, je connais tout ça. Biboni Junior, c'est un grand rappeur ivoirien ici. Malheureusement, il n'a pas eu le succès que Soprano a eu. Alors, on se disait comme ça, voilà, on se disait comme ça, Soprano en Côte d'Ivoire pour le feu Murat. Est-ce que c'est vraiment intéressant que Soprano fasse un petit coucou quand même à Biboni Junior? Eh bien, on va le faire avec grand plaisir. Alors là, il nous suit, donc vous le regardez, vous dites Biboni Junior, je suis avec toi, je te soutiens. Biboni Junior, on est là, c'est Soprano Baba, on te soutient au maximum. Grande force, grande foi, grande force mentale, tout ce qu'il faut. L'important, c'est d'être vrai. Voilà, mon frérot. Et lui, il avait une phrase, c'était Yeseble et Yedumbla. Yeseble. Yeseble et Yedumbla. Yeseble, Yedumbla. Merci. Est-ce que je l'ai dit avec l'accent? Oui, ça va. C'est Soprano, il s'est fait piéger. Voilà, je tenais à le dire, je me suis fait avoir. Merci. Et bonne chance. Yemi, bonjour. Bonjour. Mona Nana retard là. Eh, tu parles longtemps. Je dis, how are you? Je vais bien. Bibi Yara Talada. You are beautiful. Oh, merci beaucoup. Si c'est repeat après moi. Abidjan. Abidjan. On en a retard là. On en a retard là. Anki loupé. Anki loupé. Caméra flip. Oui. Vous regardez, look caméra. Abidjan. What does it mean? Abidjan, I love Abidjan. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so Abidjan. Abidjan. On en a retard là. On en a retard là. Anki loupé. Anki loupé. Merci. Merci. C'est bon, la chose sérieuse. Non, non, vous n'avez pas le temps de mettre le gars là. Ah, c'est pas ça.
Est-ce qu'il sait que je suis Maurice? Non, en fait, non, il n'y a pas fait de gauche dedans. Moi, c'est que si moi, il a repéré mon Mauritanien, ça lui est peut-être. Donc, moi, on publie le thème sur la page de l'émission Facebook. Et il y a quelqu'un qui se permet de dire c'est quel thème ça? Qu'est-ce que lui, il plante sur la bosse thaïlandaise? Qu'est-ce qu'il va apporter à la jeunesse? Mon ami, je te dis que tu n'as rien compris. Excuse-moi, mais tu n'as rien compris. C'est un exemple qui est là. C'est un Ivoirien, c'est quelqu'un qui porte le drapeau ivoirien partout en Afrique. Et puis, c'est un sport d'origine thaïlandaise. La Thaïlande, c'est plus de 11 441 km c'est-à-dire en avion. Si c'est à vélo, tu vas faire 8 millions d'années. On n'est pas là pour présenter là. On n'est pas là pour présenter. Les gens ne peuvent pas savoir comment on se bat pour que les gens se battent pour venir ici témoigner. Toi, tu te permets de quelqu'un. En plus, les gens ne connaissent 100 francs, 100 francs. Et tu dis non, il va apporter quoi à la jeunesse? C'est un exemple qui est là. Il faut le présenter aux Ivoiriens. Quand il part, qui le connaît? Vous le connaissez pas, quand il allait, il a lutté de son côté. Aujourd'hui, le gouvernement, le monde entier va le connaître. C'est un exemple pour vous, monsieur. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez rentrer ici, là, moi, je... Oh! Docteur Philo est fâché là. C'est énervant ça, on fait rire les gens, mais quand même, souvent, nous sommes des êtres humains, il y a des trucs qui nous touchent quand même. C'est un exemple qui est là. Félicitations champion. Et Yoni, la Thaïlande, au-delà de ce que j'ai dit du kilométrage, qui sépare le nombre de kilomètres qui sépare la Côte à la Thaïlande, sur Bangkok, la capitale, ce monsieur, au fait, Thaïlande, c'est où il y a les Bouddhas là. C'est quelqu'un qui plante sur Bouddha. Attends, il plante, Thaïlande, il plante en Afrique ici. Donc c'est un exemple. C'est un exemple qui est là. Et puis, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Attention. Donc, vous venez vous partager cette expérience. Et puis, votre boxe thaïlandaise, là, moi, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. C'est très compliqué et c'est dangereux. Vous battez sans chaussures. Vous battez sans chaussures, tout le corps, les coups. C'est un monsieur qui souffre de la douleur dans lui. Et il vous a expliqué, ça, vous pensez que ça. Et je vais vous dire. Ça sert à rien. Non, je suis inspiré. Ça sert à rien de s'asseoir au quartier là. Je n'ose même pas vous interrompre. Allez-y. Merci quand même de donner l'occasion de m'expliquer. Ça sert à rien de vous battre au quartier là. Palabre, vous, c'est pas coup de bataille, il n'y a pas de coup de bataille. Non, moi, c'est un palabre international. Ça fait palabre. On envoie les trophées. Côté la fête, le drapeau ivoirien. Merci beaucoup. Je suis tellement content qu'un Ivoirien, un frère, soit à ce niveau-là. Je vais profiter pour vous donner quelques techniques du pays ici. Excusez-moi, vous voulez faire votre boxe là. Pardonnez, on dit que vous ne portez pas chaussures. Je vais te saluer, c'est tout. Non, je vais te saluer, c'est radical. On va comme ça, génie. On va comme ça, génie. C'est radical. Merci beaucoup. Sinon, demain, il va passer au Wiki. Non, mais tu tchattes tellement bien, tu seras mon manager, toi. Tout à l'heure, nous parlions de toi, franchement, pour ta prise de. Enfin, ton discours. Merci d'avoir prôné des valeurs, la rigueur, la discipline, le courage, la combativité. Merci d'avoir défendu aussi le bien fondé de cette émission. Merci. Il n'est pas sûr. Il n'est pas encore assuré là. Votre idole, c'était Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quel était pour vous cet intérêt? Pourquoi tout cet intérêt pour Jean-Claude Van Damme, au point de vous faire appeler vous-même Jean-Claude Van Damme? Dans les années 90, Jean-Claude Van Damme, c'était lui le brave. Et quand tu es enfant, quand tu regardes un film, tu t'identifies toujours au brave. Rares sont les enfants qui regardent le chef bandit. Voilà. Il n'est pas bon, on se met toujours du côté du bien. Et donc, Jean-Claude Van Damme, pour ça. Et puis après, techniquement, il avait des coups qui étaient extraordinaires. Coups de pied retourné, sauter, tout ça. On rêvait de ça. Avant, le foot, c'était pas trop notre truc. Il n'y avait pas vraiment trop de foot à la télé. Peut-être pour les plus grands, ils voyaient trop de foot. Nous, c'était les films. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à fond. Jean-Claude Van Damme. Après, on travaillait ensemble au quartier. Comme ça, on simulait des petits combats. On se jouait les Chinois aussi. Et on a bagarré un peu. Mais est-ce que vous étiez toujours victorieux à l'instar de votre idole? Non. Vous vous faisiez tabasser par moment? Van Damme, voilà, tu te fais tabasser par moment, il y a des jours où tu gagnes. C'est comme dans les films, c'est pareil. Souvent, le chef bandit, il est vraiment fort, quoi. Il est coriace. Il faut la saison 2 pour gagner. Donc ça arrive.
Et puis, on va dire, après passer cette époque, cette étape de votre existence, il y a eu les études, il fallait donc se concentrer et se consacrer exclusivement à ces études. Oui, oui, il y a eu les études et grâce à Dieu, j'ai fait des études jusqu'au cycle supérieur. Vous vous en sortez avec un diplôme universitaire en criminologie. En criminologie. Et les études, c'est important. Faut pas lâcher les études, même pour du sport ou pour quoi que ce soit. Ça te forge un homme moderne et voilà, l'éducation, c'est important. C'est vrai qu'enfant, vous avez été quand même attiré, on va dire, par cette pratique-là. Mais au fond, quel était votre rêve? Je veux dire, en faisant vos études, en évoluant, en faisant la criminologie, c'était quoi votre rêve? Mon rêve, moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être dans l'action, déjà, dans l'action. Et donc, depuis petit, déjà, Quand on dit dans l'action, ça veut dire quoi? Dans l'action? Dans l'action. J'ai toujours voulu faire un métier qui n'était pas qui n'était pas sédentaire, où tu es assis dans un bureau, c'est monotone, tu te lèves. Je ne critique pas, loin de là, mais j'aime l'action. Un métier qui t'amène à te dépasser, à repousser tes limites. Et donc, enfant, moi, je rêvais de faire l'armée. C'est bizarre. Bon, je sais pas, peut-être. pas vraiment. Je rêvais de faire l'armée, surtout être dans les forces spéciales. Et là, je suis dans les forces spéciales, mais je boxe pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la boxe thaïlandaise n'était pas un sport très connu. C'est seulement maintenant, de plus en plus, peut-être avec même l'avènement des réseaux sociaux, qu'on entend beaucoup plus parler de ce sport ici en Côte d'Ivoire. Vous, le contact avec ce sport et le choix, c'est venu comment? C'est vrai que la boxe thaïlandaise n'était pas vraiment connue en Côte d'Ivoire. Depuis 20 ans, elle existe et moi, je découvre ça en 2008. En 2008, parce que les dirigeants de la fédération, ils essayent de mettre les moyens qu'ils peuvent et c'est souvent sur fonds propres. Donc dans la com, c'est pas vraiment le choix stratégique dans la com n'était pas vraiment adéquat. Dieu merci, Internet est arrivé grâce à Facebook, surtout en 2015 quand je remporte la première médaille mondiale pour la Côte d'Ivoire, une médaille de bronze en 2015. Là, les réseaux sociaux aident vraiment pour faire la promotion, pour en parler. Et c'est comme ça qu'est parti l'engouement derrière et qui a permis qu'une majorité de personnes en Côte d'Ivoire sachent que la boxe thaï existait ici. En même temps, la question que je me pose, vous auriez pu quand même opter pour, on va dire, la boxe anglaise. Pourquoi le choix de la boxe thaïlandaise? Pourquoi? Pour moi, la boxe thaïlandaise, elle est complète. Vous avez dit, c'est l'art des 8 coups. En anglais, on n'utilise que les 2 mains. Nous, on utilise nos 2 mains. Nos 2 coudes, nos 2 jambes, nos 2 coups de genoux. On ne tête pas, on ne mord pas comme Tyson. Et sinon, après, elle est complète au fait et elle est efficace. Elle est efficace. Il y a le combat rapproché, il y a le corps à corps, comme on lutte, mais seulement qu'on ne part pas au sol. Et dans la pratique, elle est très sportive parce qu'utiliser tout son corps en même temps ou simultanément, ça demande beaucoup d'énergie. Ça fait brûler beaucoup de calories et voilà, ça permet de se sentir bien derrière. Ça paraît tellement beau, mais en même temps, elle a la réputation d'être une pratique très violente quand même. Oui, pour les profanes, oui. Pour l'œil qui ne connaît pas, c'est comme ça. Tout ce que tu ne maîtrises pas, que quelqu'un ne maîtrise pas, il trouve ça bizarre. C'est comme ça, il trouve ça bizarre, il trouve ça un peu violent. Mais pour nous, cette violence, elle est maîtrisée. Parce qu'on sait qu'on peut être violent avec quelqu'un qui ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, qui est athlète comme toi, tu ne peux pas être violent avec lui. Parce que la violence, lui, il apprend à la maîtriser à l'entraînement. Il apprend à supporter les coups, à les bloquer, à les esquiver. Quelqu'un qui ne sait pas, si tu le frappes tout de suite, si je mets un coup de pied à Philo, il ne sait pas bloquer. Quand il va le recevoir, ça sera trop violent. Il sera choqué, il va se dire, mais attends, mais comment tu peux limer ton ami comme ça? Ou aussi regarder un vrai combat en direct, quand il va entendre les bruits de bah, bah, ça c'est les coups de pied qui s'écrasent sur ton adversaire. Les gens à côté font, mais pourquoi ils tapent comme ça? Mais c'est quoi le problème? Ils sont pas là pour bien. Bon, non, c'est pas là. Mais c'est juste qu'au fait, c'est un sport. Ça, c'est règle.
Et les athlètes ça fait mal quand même. Bien sûr, on te gifle, ça fait mal. Imagine un coup de pied dans ta tête, ça fait mal. C'est dur, hein. Vas-y. Alors, pour les parents qui regardent cette émission et qui ont envie peut-être d'envoyer leurs enfants à pratiquer un sport, déjà dès le jeune âge, est-ce que vous croyez fermement qu'il y a des raisons d'inscrire son enfant dans un club de boxe thaï? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait développer particulièrement chez l'esprit jeune ou chez le corps jeune? Moi déjà, je regrette un peu d'avoir pas vite commencé. Vous avez commencé trop tôt, cher ami. Peut-être qu'il n'y avait pas de nom à mettre là-dessus, mais ce que vous faisiez, c'était ça en fait. Voilà, c'était ça. Regardez, par exemple, là, il y a des enfants qui le font. Voilà. Et ça développe chez eux, chez nous déjà adultes, ça développe au fait... la violence? Non, pas la violence, ça te canalise. En tant qu'enfant, les enfants ils ont beaucoup d'énergie à canaliser. Il faut les amener, souvent on dit dans aux arts martiaux pour leur apprendre la discipline déjà. Les arts martiaux, c'est ça, ça apprend la discipline. Et puis aussi le civisme, l'ouverture et puis la fraternité. Parce qu'à l'entraînement, il y a de toutes les couleurs. Là, si vous regardez, il y a de toutes les races, tous les peuples. Et ça apprend à cohabiter, à coexister. Et pour les enfants, c'est bien parce qu'après, ça les rend confiants. Mais en même temps, c'est bien pour quel type ou pour quel genre d'enfant? Pour tout le monde. Tant qu'ils sont bien encadrés. Même un enfant, moi j'étais turbulent, j'ai dit, je me bagarrais beaucoup. Si vous partez à Soubré et que vous demandez au quartier Kennedy, on vous dit l'enfant qui habitait au 4 cocotiers là, petit rouquin là, il était très bandit. Donc, et pour les enfants qui sont un peu timorés. Timides. Ouais. C'est pareil, ça leur permet de s'extérioriser. Au fait, il y a une anecdote, il y a un père qui m'a envoyé un enfant, comme je suis aussi entraîneur, qui m'a envoyé un enfant, il était vraiment réservé. En 2 semaines, il était étonné de voir comme son enfant était devenu. Plus dégourdi, plus extraverti. Plus extraverti, à l'aise, confiant. À chaque fois qu'il vient à l'entraînement, il me dit « mon fils a changé, mon fils a changé ». Aujourd'hui, ce n'est pas pour insulter. Qu'est-ce que vous leur dites? Ou bien il y a des incantations? Non, même pas. Même pas. Au fait, Dieu a créé le corps humain de telle sorte que quand il y a des mécanismes qui mettent en place, quand tu dois faire des efforts conséquents. Et quand ces mécanismes-là, tu apprends à te connaître, à voir tes limites. À les dépasser par moment. À les dépasser. Et là, tu te dis, ah d'accord, mais pourquoi j'avais peur de faire ça? Et donc après, déjà, tu te connais toi-même. Donc tu apprends à connaître les autres. Et donc là, tu n'as plus peur du monde extérieur. Le corps s'éveille, voilà, l'esprit s'éveille, l'esprit s'éveille. Tu n'as plus peur du monde extérieur. Et là, tu te dis que je peux affronter le monde extérieur. Pas pour se bagarrer, même pour le comprendre, au fait. Et pour mieux l'apprivoiser. Et donc là, l'enfant, directement, il n'a plus peur, il est confiant. Tous les sports ont leurs avantages, tant psychologiques que physiques, mais il y a surtout aussi la dimension financière. Le football, par exemple, fait beaucoup rêver aujourd'hui les jeunes parce qu'il y a de gros contrats, il y a un business qui est bien installé, qui a beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Quel est l'état financier aujourd'hui de votre univers, de la boxe thaï en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, l'univers c'est un peu bancal. Soyons francs, c'est un peu bancal. Parce qu'au fait, derrière, il n'y a pas les soutiens qu'il faut pour organiser de réels événements. Et ça fait un peu mal parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est une grande nation de sport déjà. Et même dans l'art aussi, dans la musique et dans autre chose, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Et tout ce qui passe ici connaît un essor fulgurant. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, vivant ici, sachant très bien que la boxe thaïlandaise fait rentrer beaucoup d'argent à l'étranger, on se demande pourquoi ici on est en marge. Et voilà, c'est sûrement parce que c'est méconnu déjà que les gens ils hésitent à investir là-dedans. Mais je pense que quand on se bat comme ça et qu'on rentre au pays, on ramène des médailles, on ramène des ceintures, tout ça. Et on est un peu des ambassadeurs du pays. Et qui sont vos réels concurrents ici en Afrique? Nos réels concurrents, c'est le Maroc. Ah. C'est le Maroc. Là, ils nous ont éliminés pour les championnats du monde de football. Et c'est un peu pareil aussi en boxe. C'est aussi vrai en boxe. Ils sont sur notre chemin. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Les infrastructures. Après le Maroc, qu'est-ce qu'il vous faut pour planer sur la boxe thaïlandaise, même en Thaïlande? Mondial, on dira. Mondial, au fait. Après le Maroc, on peut négocier. Tout le temps, même si on peut négocier. Considérez que c'est déjà fait.
Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que, c'est-à-dire, vous empêche de planer même sur cette boxe dans le plan mondial? On va revenir encore à... Les besoins, les besoins de la fédération. Voilà, les besoins de la fédération et des clubs. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Est-ce que vous êtes suffisamment déterminé ici? Bien sûr. Je veux dire, c'est vrai, peut-être... Imaginez que ça fait 20 ans, une vingtaine d'années, qu'est-ce que ça se pratique? Il y a plein de champions qui sont nés, mais à cause d'argent, parce qu'il faut dire la vérité, c'est l'argent qui bloque tout dans ce monde. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas les moyens pour que les athlètes soient compétitifs, il n'y a pas assez de compétition. En tant qu'athlète champion, avec le niveau que vous avez déjà imaginé votre carrière autrement, c'est-à-dire, par exemple, des contrats publicitaires, des apparitions dans des films, parce que vous incarnez un profil tout particulier. Est-ce que vous avez un agent qui gère votre image, qui peut vous donner d'autres possibilités parallèlement? Bon, je n'ai pas vraiment d'agent. S'il y a des agents efficaces qui se présentent. Moi, je travaille avec ma bande d'amis, c'est un secteur très fermé. On essaie de toucher un peu à gauche, à droite. Quelle est la défaite que vous n'êtes pas prêt d'oublier? On a tout connu quand même, depuis le départ. On a tout connu. On a connu des moments très difficiles, la 4e place. Comme là, sur mon cou, vous voyez, là, c'est une médaille d'argent, une médaille de bronze, une médaille d'or. J'ai fait toutes les positions, jusqu'à ça. C'est le travail. On travaille, on ne s'arrête pas. Et là, ça, c'est rien encore en tant qu'athlète. J'ai encore fait une médaille. Là, mon cou, il est assez large. Et j'en veux encore. Et ma défaite la plus difficile à accepter, c'était pendant le championnat du monde en 2015. J'étais vraiment revanchard. Qui vous a battu? C'était un Néo-Zélandais. On ne le maîtrise pas trop. Hein. Un Néo-Zélandais. Il faut dire que c'est des guerriers aussi. C'est des guerriers. Ceux qui connaissent un peu la Nouvelle-Zélande, un peu l'histoire dans le rugby, les All Blacks, c'est des guerriers. Voilà, mais techniquement, même sur le papier, on partait favori. Voilà, comme j'ai dit souvent, problème d'argent. La Côte d'Ivoire part très souvent favori. Voilà, favori. Problème d'argent, mauvaise préparation. C'est ça. À l'arrivée, préparation insuffisante. Voilà, insuffisante. À l'arrivée, échec. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu, il est juste. Tu travailles, tu mérites, parce que tout le monde est enfant de Dieu. Ça, c'est clair. Lui aussi, il prie. Et ça s'est joué sur des petits détails? Voilà, des petits détails. Plutôt technique, voilà, plutôt stratégie. La boxe thaïlandaise, c'est là des 8 coups. D'accord. On peut faire sans les jambes. On peut faire avec les coups de coude aussi. D'accord. Je ne sais pas si mon crew... Donc, il va décrire. Pas besoin. Okay. Pas besoin. Comme je dis, on peut faire avec les coups de coude, avec les coups de poing simplement. Tapez-les, vengez-vous. Non, on a su. Je ne vais pas mettre kick, mon crew. Je ne vais pas mettre kick. Vous ne voulez pas vous débarrasser de votre montre? Ça va, ça peut aller? Et le pied? Et le pied, il intervient à quel moment? C'est un peu serré. Attention, lui, là. Ah, d'accord. Pour ce jour, j'ai ma petite ordonnance avec une prescription littéraire. Cher Ijawele ou un manifeste féminin en 15 points, c'est bien le titre. C'est un pétillant ouvrage qui a été écrit par une auteure nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, pour répondre à une de ses amies qui lui demandait des conseils pour élever sa petite fille suivant des principes féministes. Alors l'ouvrage est bien construit. Bien cuisiné, il se déguste aisément, facilement, et on y apprend les valeurs du respect de l'autre sans distinction du genre, que les enfants doivent être éduqués de la même manière, filles ou garçons, que les filles n'ont pas besoin qu'on les défende, les filles ou les femmes, mais plutôt que le respect se mérite. Avec des mots accessibles et pertinents, l'auteur nous, disons, aide à balayer chez l'enfant les stéréotypes de genre pour laisser triompher uniquement l'humain. Pas de mots d'ordre, mais des indications qui inspire à la réflexion et les aménagements ou réaménagements du parenting, c'est-à-dire la façon dont nous éduquons les enfants à la maison. Alors Chimamanda nous dit par exemple qu'à la petite fille on doit apprendre l'autonomie, lui dire que son corps n'appartient qu'à elle seule, lui apprendre à savoir défendre une opinion, même impopulaire. C'est au total 78 pages très nourrissantes qui ont mérité le grand prix
je le cite, de l'héroïne Madame Figaro en 2017, dont je vous lis tout de suite quelques tranches sucrées. Écoutez, être féministe, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Le bien-être des femmes ne doit jamais dépendre de la bienveillance des hommes. Autre citation, parce que la réalité de notre monde, c'est la différence. Et en l'éduquant à la différence, tu lui donnes les moyens de survivre dans un monde de diversité. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le... ... Quand l'égalité est réelle, la rancœur n'existe pas. Et je vais finir par une autre citation que j'ai beaucoup aimée. Elle dit « Apprends à lire à Shizaloum ». Shizaloum, c'est la petite fille en question. « Apprends-lui à aimer les livres. Le mieux est de lui montrer l'exemple au quotidien. » C'est-à-dire que quand un parent dit à son enfant « Aime la lecture, pratique la lecture », il faut d'abord que l'enfant ait l'habitude de voir son père ou sa mère lire à la maison pour apprendre par l'exemple. Et la fin, c'est... Et c'est vraiment la meilleure façon d'éduquer les enfants. On ne va pas dire à un enfant ne fume pas pendant que nous-mêmes on a une cigarette. Voilà. Et elle finit par dire, parlant de la lecture, si rien d'autre ne marche, paie-la pour lire. En d'autres termes, s'il faut encourager ton enfant en lui donnant de l'argent pour aimer lire, fais-le, parce que la lecture ouvre les clés ou les portes du monde. Alors à toutes les restauratrices qui nous suivent en ce moment et surtout à nos ménagères, j'ai enfin une gazinière qui répond à toutes vos attentes. Une gazinière solide comme vous les aimez, une gazinière durable comme vous les aimez et surtout avec des multi-feux. Faut dire que... Elle n'est pas trop lourde? Lourde, pas trop. Pas trop lourde. Pas trop lourde. Faut dire que généralement, les restauratrices, elles ont un véritable problème lorsqu'elles doivent faire la cuisine. C'est que la manière de cuisiner les plats africains et les plats européens sont différents. Parce que pour cuisiner un plat africain comme le kabato ou le plakali, il faut de l'énergie en fait. Et c'est pourquoi vous remarquez dans les cuisines, en plus de la bouteille de gaz, de la cuisinière, de la gazinière, il y a toujours des fourneaux. Parce que les fourneaux, ils sont robustes. Parce que les fourneaux, ils sont pratiques et tout. Et comme ça, monsieur Anewa Jean-Charles, l'inventeur du jour, a imaginé de mettre au point, sinon de concevoir une gazinière qui répond à cette robustesse-là, à ce problème de robustesse-là. Donc il a conçu une gazinière solide, oui, durable, oui, et aussi avec des multifeux. Parce que avec les gazinières, l'avantage c'est qu'on a la chance d'utiliser, d'aller en multitâche, donc de cuisiner le riz, en même temps de faire la sauce et de faire une petite grillade au milieu. Et pour la cuisine africaine en général, notamment les kabatos, tout ça là, on peut faire le kabato. Effectivement, d'où la robustesse de son invention. Et son invention... Donc pourquoi quand vous dites l'Afrique, les plats africains, c'est robustesse, tout ça, vous quand même... Ou même là, vous traitez pour nous là comme ça, les autres... Non, c'est pas comme ça. Après, faut dire que... Non. Après, faut dire que... Vous êtes d'accord avec moi que si vous devez cuisiner un plat de plakali sur une cuisinière classique, vous allez gâcher cette cuisinière là parce qu'elle ne pourra pas supporter votre poids, l'énergie que vous allez mettre pendant la cuisson. Il n'y a pas de nombre de personnes il n'y a pas que la cuisinière parce que vous prenez quand même un gros risque. Ouais. Vous pouvez vous voir renverser le contenu de la marmite ou de la casserole sur vous. Et donc il fallait penser à un système pour stabiliser la marmite, pour pouvoir cuisiner à son aise et aussi pour pouvoir faire tous les gestes qu'il faut en fait. Et le foyer d'Afrique, c'est le nom de l'invention. Il est avec nous en plateau et monsieur Jean-Charles aussi est avec nous en plateau. Je vais vous le montrer et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment innovant. Vous comprenez, c'est fait en acier et donc regardez, écoutez, même le son, regardez. C'est vraiment solide. Et avec ça, on a la capacité de mettre une grosse marmite, ça dépend de vous, de mettre une marmite, de stabiliser la marmite là sur le foyer et de cuisiner à son aise. Et c'est cet avantage-là qu'on n'avait pas avec les cuisinières classiques, avec les gazinières classiques. Et cette idée, on la doit à ce monsieur qui est à côté de moi là. Voilà. Après dites-nous, c'est le fruit de combien d'années de labeur? Environ 10 ans d'années de labeur. 10 ans d'années de labeur. À quelle étape de votre projet on est? Là, je sais que ça c'est un prototype. Vous êtes en quête de financement pour la vulgarisation, mais vous êtes à quelle étape? Bon, ce prototype, c'est un prototype artisanal. Voilà. Donc j'attends un financement pour réaliser un produit industriel. Kamissa, un roman qui a le don d'être pertinent, bousculant, limite
militant, avec comme ressource l'histoire touchante d'une jeune collégienne, Camissa, dont la vie va basculer suite à une expérience amoureuse et charnelle avec Francky. C'est un roman qui nous saisit par la puissance du dramatique. Tous les acteurs de l'éducation y sont interpellés, élèves, parents, structures étatiques sur le phénomène parfois négligé, mais pourtant morbide, des grossesses en milieu scolaire. En 119 pages, l'histoire de Camissa nous tire, nous déchire, nous emmène, nous concerne et nous engage, tout en nous ouvrant aussi des chemins de solutions. Alors sur le style, ce que j'ai remarqué, c'est que l'auteur, qui est Victoire Kalou, est très habile dans l'art de la description. Le champ lexical est ouvert, il est dynamique, on s'enrichit de mots nouveaux à chaque page qui se tourne. Et puis la cadence de l'écriture est telle qu'on tombe très facilement dans le texte et les images défilent à nos yeux comme si on vivait les scènes en vrai, face à face, on va dire. J'ai donc quelques extraits pour vous, très rapidement. Le chauffeur était un quinquagénaire. Son visage, buriné, donnait à voir les marques d'une vie qui n'avait sans doute pas été tendre. Il la regardait, plein de sollicitude. Elle avait l'âge de sa petite fille. Camissa continuait de pleurer en silence, les yeux rivés sur le paysage qui défilait au travers de la vitre baissée. Elle se demandait comment elle en était arrivée là et surtout pourquoi les choses avaient pris cette affreuse tournure. Elle ignorait alors que 3 années plus tard, sa vie, son rêve, son ambition s'effondreraient. La voilà accoutrée, telle une bouffonne, dans une tenue d'école qui ne lui allait plus à cause de son énorme ventre difforme. La vie était injuste, pensait-elle. Je crois que ça mérite pour la qualité de l'écriture quelques applaudissements. Camissa, j'en reste très convaincu, est un livre qui devrait se retrouver dans les mains de tous les lycéens et collégiens de notre pays. Empressez-vous de vous le procurer ou l'offrir tout juste autour de vous, histoire de faire monter la sensibilisation sur les grossesses précoces. Ça vous a pris combien de temps, l'écriture de ce livre? Camissa m'a pris autour de 6 mois, on va dire, pour l'écriture du roman. Mais bien avant, j'ai entamé l'écriture scénaristique et j'en suis arrivée au bout autour de 2-3 mois. Voilà. Donc on va dire en tout pour les 2 écritures, 9 mois environ, presque une année. Un peu comme une grossesse qui arrive. Voilà, tout à fait. Mais ça a été quoi la motivation? Jean-Michel le disait au départ, votre époux vous demande de lui écrire le scénario d'un film. Vous dites, la condition, c'est que je sorte l'œuvre d'abord. Pour les précédents, vous ne l'avez pas fait, mais pourquoi pour ce livre, vous posez une condition? Pour ce livre particulièrement, parce que je pense que l'occasion était bonne, l'occasion était toute trouvée, et puis la cause en elle-même me parle particulièrement, principalement parce que je suis une femme, et quand on sait que c'est les jeunes filles qui payent le plus lourd tribut à ce phénomène, je me dis il faut y aller. Et deuxièmement, parce que je suis une mère, j'ai une fille, donc je me dis voilà l'occasion de protéger ma fille. Et voilà, j'y vais, je m'y mets à fond en me disant que prendre part à ce combat me permettra, comme je l'ai dit, de protéger ma fille, mais par ricochet, protéger toutes ces jeunes filles qui sont dans les lycées et qui, pour moi, sont des grandes dames, parce que Camissa veut dire grande dame. Et crie plus fort que ce que tu dis. Quand tu me dis que ce parfum, c'est celui de ta sœur, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce fond de teint, c'est celui de ta tante, je sais que tu mens. Quand tu me dis ce rouge à lèvres, c'est celui de ta nièce, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce voyage, c'était pour le travail, je sais que tu mens. Mais je ne dis rien. Oh.
une femme d'honneur, il y a toujours un homme de grande valeur. La Madre Teresa, ouais. 40 ans dans cette affaire, hein? Chapeau. Ma maman, ok. Voilà ça, oh. Oriane 6 killers, expérience parle. Tico, 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 Matico, 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 Tico, 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 Matico. On peut mentir en traversant le village, mais pas quand on veut y habiter. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, la diva ballon. Avec toi le temps perd son temps. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis et ce chaleureux public d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. Eh bien, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre C'est Midi. D'ici là, restez sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir.